Bonjour YouTube, il était temps, enfin l'Olympique Lyonnais a gagné le foot lors de cette 21e journée, victoire 4-0 contre le Stade de Reims ce soir au Groupama Stadium. On attendait cette victoire qui permettrait de relancer l'Olympique Lyonnais, c'est chose faite avec une victoire 4-0 comme je vous l'ai dit, nette et sans bavure face à une très faible équipe de Reims. On va en parler puisque le Stade de Reims, par l'intermédiaire de son cher président que nous adorons tous, avait déposé une réserve contre le recrutement de Almada. Voilà, c'est la mode. Quand on veut bien montrer à Nasser qu'on est un bon toutou, on dépose une réserve. Il aurait peut-être mieux fallu investir son temps dans la préparation du match puisqu'on a vu un Olympique Lyonnais pas forcément flamboyant mais efficace et serein face à une équipe de Reims qui n'avait très clairement pas l'intention de jouer au football. Ce soir, on va débriefer ça ensemble. Merci à ceux qui continuent de s'abonner sur YouTube, qui mettent la cloche, les notifications, qui mettent des commentaires avec plein de conneries dedans, ça me fait beaucoup rire, je les lis tous. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs également si vous êtes sur YouTube jusqu'au match d'après. Vous avez le lien dans la description. On va débriefer donc ce match ensemble, match qui s'annonçait en vrai plutôt pas trop mal, étant donné que Reims est en grande difficulté depuis pas mal de temps. C'est probablement l'une des équipes les plus en difficulté depuis ce début de saison, depuis ce début d'année avec l'Olympique Lyonnais. La messe a été dite rapidement. On a eu un Stade de Reims qui n'avait absolument pas l'intention de jouer au foot du début de la rencontre jusqu'à la fin. Un Noël qui jouait très haut, qui a confisqué le ballon pendant une grande partie de la rencontre et qui a ouvert le score par l'intermédiaire de son meilleur attaquant depuis le début de la saison. J'ai nommé Nicolas Tagliafico qui a multiplié les appels intérieurs de son aile gauche vers la surface de réparation et ça a fini par faire mouche sur ce magnifique centre de Corentin Tolisso. Tolisso qui lui vient mettre le deuxième but sur un coup de pied arrêté superbement bien tiré par Ryan Cherki à la 70e minute. Puis après l'OL a déroulé sans jamais être réellement en danger. Aggravation du score par Ryan Cherki 10 minutes avant la fin sur une très très belle action intelligente où deux joueurs laissent passer le ballon avant que Cherki termine et c'est Georges Mikotadze qui se redonnera un peu de confiance après un match très compliqué avec le 4e but dans les arrêts de jeu. Victoire 4-0, l'OL se replace dans la course au top 4, c'était victoire obligatoire ce soir, la victoire est là, la manière aussi. Je vais vous montrer vite fait les stats de la rencontre qui ne sont pas à jour, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas eu match ce soir. L'OL a été largement au-dessus. On a eu 3,30 expected goals à 0,3. Ça fait longtemps que l'OL n'a pas eu un tel score statistique. Pour retrouver un ordre de grandeur à peu près similaire, il faut retrouver le Lyon-Marseille qui a vu une défaite 3-2, mais où les expected goals de l'OL étaient supérieurs à 3. C'est important quand même dans la lecture. Je vous renvoie à la vidéo dont je vous avais parlé de Florent Tonucci sur l'analyse statistique du bilan des derniers entraîneurs de l'OL et de celui de Fonseca. Voilà, on voit que statistiquement l'OL a clairement mérité sa victoire tout en étant pas forcément non plus absolument magistral dans le jeu, mais ça suffisait pour se débarrasser d'une équipe de Reims franchement très faible et à qui on souhaite bien du courage avec ce fond de jeu là et ces préoccupations là, puisque visiblement Jean-Pierre Caillot est plus occupé à faire chier John Textor qu'à s'occuper de sa propre équipe. Voilà, je voudrais qu'on profite aussi de ce début de débrief pour saluer deux personnes. Déjà Jimmy, le supporter de l'OL qui est décédé il y a quelques jours, qui a eu un hommage assez poignant du côté du stade des deux virages, et également pour Mouktar Diakabi qui revenait de 1 an de blessure et qui s'est illustré en marquant un but juste avant la mi-temps du côté de Valence. Je vous invite à aller voir la célébration. On sent que le mec en avait gros sur la patate. Donc voilà, on fait des bisous à Mouktar Diakabi également de ce côté-là. Voilà, c'est une bonne semaine pour l'Olympique Lyonnais. Puisque c'est un grand chelem, tout le monde a gagné du côté de l'Olympique Lyonnais, la Nationale 3, les U19, les U17, les U16, les U15, les U14 et donc les pros. Victoire 4-0 avec une première mi-temps où ça manquait peut-être un petit peu de mouvement, un petit peu de proposition face à un bloc très bas, un bloc très très bas qui avait vraiment seulement l'intention de jouer les contres et on sait que c'est toujours compliqué parce que l'OL est une équipe qui est très axiale, l'OL est une équipe avec des joueurs qui demandent beaucoup le ballon dans les pieds et qui aiment bien combiner. Ça, c'est souvent difficile contre des équipes qui résistent, qui restent groupés derrière. On a eu deux joueurs dans cette première mi-temps qui ont pas forcément surnagé, mais qui ont proposé le plus de trucs. D'abord Nicolas Tagliafico qui a été absolument excellent du début jusqu'à sa sortie et qui est d'ailleurs l'artisan de l'ouverture du score. On l'a vu beaucoup faire des appels dans la surface et libérer des espaces pour Ernest Nuama qui a lui été beaucoup plus brouillon avec la balle, beaucoup plus compliqué au niveau technique, mais très intéressant dans l'activité et dans les appels, parce qu'aujourd'hui avec Malik Fofana, Ernest Nuama est l'un des seuls joueurs de l'attaque qui propose des choses pour les autres. Et qu'est-ce que je veux dire par là ?
Je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il est extrêmement frustrant. Et moi, j'ai pété un plomb en première mi-temps par le nombre de ballons perdus par Ernest Nuama. Cela étant dit, c'est un joueur qui fait des appels dans la profondeur qui n'ont pas forcément vocation à avoir le ballon. Et Tagliafico fait la même chose. Et c'est pour ça qu'en première période, on a eu beaucoup d'activités du côté de Nuama qui n'a pas réussi beaucoup de choses balle au pied, c'est vrai. Mais vous reverrez cette première mi-temps que les décalages créés dans ce bloc bas de Reims viennent toujours d'un Nicolas Tagliafico qui vient prendre l'axe, qui fout un peu le bordel dans la défense et qui libère Ernest Nuama sur son côté gauche. Si seulement Ernest Nuama était un peu moins brouillon, balle au pied et un peu plus cinglant quand il s'agit de finir, ce serait quand même vachement mieux. On a vu la différence quand Malik Fofana est entré à sa place, même si forcément face à une défense fatiguée, c'est peut-être un peu plus simple. Mais voilà, je tempère le jugement sur Nuama qui est très brouillon, mais qui, à la différence des autres, ne se contente pas forcément d'attendre le ballon dans les pieds. Je pense à toi, Georges Mikotadze, dont le match a été très compliqué, ou même Ryan Cherki qui a été un diesel ce soir. Bon, alors après, Ryan Cherki, s'il fait des premières mi-temps un peu en dilettante pour finir comme ça me dérange pas, hein. On dit rien, Ryan Cherki, 2 passes D, 1 but, voilà, c'est bon, ça me va. Cela étant dit, j'ai quand même l'impression que notre ami Ryan, quand il a un petit peu de concurrence dans son registre de jeu en la personne de Thiago Almada, il a tendance à sortir un petit peu les doigts. Donc je suis très curieux de revoir cette association entre Thiago Almada et Ryan Cherki, parce que j'ai l'impression qu'il a tendance à se dépasser quand il a Thiago Almada à côté de lui. Donc on verra. En tout cas, effectivement, il est impliqué sur les 4 buts. Ryan Cherki, c'est une partie d'Azzo de Ryan Cherki, qui a été parfois un petit peu dans ses travers en première période, à vouloir trop arrêter les jeux avec quelques talonnades inutiles. Mais bon, voilà, quand il est décisif comme ça, quand il est efficace comme ça, et quand il monte en puissance au fil du match, pas de souci, Ryan, tu peux jouer comme ça jusqu'à la fin de saison. On sera tous contents. Voilà, on avait une autre nouveauté dans ce 11 de départ, qui était la première du trio Tessman, Matic, Tolisso. Alors c'était pas très fameux en première mi-temps, puisqu'effectivement ça manquait un petit peu de caisse et de capacité à combiner. Moi, je vais vous dire, j'ai trouvé que Tessman avait fait un match plutôt intéressant. Matic dans son registre habituel. Tessman, je l'ai trouvé relativement intéressant. On était resté quand même sur une dernière sortie calamiteuse de Taner Tessman, où on s'était dit, oulala, c'est très compliqué. Je trouve que voilà, il faut lui laisser un peu de temps à Taner Tessman. Je ne pense pas que ce soit un crack générationnel, mais je pense que ça peut devenir un bon joueur de rotation. J'ai trouvé son match propre, intéressant. Voilà, il oriente bien le jeu, il a été impactant. C'est sûr, à mon sens, qu'il a besoin de papa Nemanja à côté. Voilà, qui va progresser en ayant Papa Nemanja à côté pour le faire monter en gamme. N'oublions pas que Taner Tessman, c'est un jeune joueur qui sort de Venise, donc il n'y a pas une expérience du très haut niveau follement dingue. Laissons-lui un peu de temps. En tout cas, j'ai trouvé cette association de Matic-Tessman intéressante, même si ça manque de vitesse tout ça, hein. Ça manque d'un joueur avec une vraie caisse. C'est le problème de ces trois-là, hein. Tolisso, Tessman et Matic, ce sont pas des joueurs qui courent très vite. Ce sont pas des joueurs qui sont, dans la vivacité, quoi. Donc peut-être que quand le rythme va s'élever, quand la pression va être mise sur ces joueurs-là, ça risque d'être compliqué. J'ai notamment très peur du Paris Saint-Germain si jamais Tessman est titulaire, parce que j'ai l'impression que c'est un joueur qui a quand même du mal quand on l'attaque, qui a quand même du mal avec le pressing. Donc voilà, c'est intéressant tout du moins de voir cette animation-là. L'autre truc intéressant de ce match, c'est l'association de fin de match, c'est-à-dire le trio offensif Malik Fofana, Thiago Almada, Ryan Cherki, où on a 3 joueurs très différents dans leur manière de jouer au football. Un Malik Fofana qui est tout en explosivité, un pur ailier comme on aime. Thiago Almada qui a tendance à redescendre, qui a tendance à beaucoup avoir d'activité et qui a plus de puissance naturelle qu'un Ryan Cherki. Et un Ryan Cherki en métronome. Je suis très curieux, moi, de revoir ces 3-là associés titulaires peut-être sur un match de foot, puisque ça a été assez intéressant en fin de match. Encore une fois, attention, c'est Reims. Reims, c'est quand même le très bas du tableau de la Ligue 1. La nouvelle MSN. Ouais, j'avoue, c'est un peu ça. Almada, on va en parler parce qu'il y a de la vista quand même. Il y a un truc intéressant dans ce joueur, il y a vraiment le stéréotype de l'Argentin, le côté vraiment la vista, quoi. Donc je suis très curieux de le voir associé à Cherki, puisque théoriquement on sait que c'est pas 2 joueurs qui sont programmés pour jouer ensemble, puisque l'un vient plus ou moins remplacer l'autre à moyen terme, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait. D'ailleurs ils sont impliqués sur le 3e but tous les deux. Je suis très curieux de voir ce que va en faire Fonseca de ces 2-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, je voulais qu'on parle de Diakité, du Mawashigiri rotatif aérien dans la tête de Tolisso, où il prend un carton jaune. Alors, moi je pense pas que ça vaille rouge, parce que c'est complètement involontaire, même si c'est un peu débile comme geste, mais je suis toujours surpris que dans le foot,
on n'est pas de protocole commotion. Ou en tout cas, on s'en tape les couilles du protocole commotion. On a Corentin Tolisso qui prend Mawashi Geri dans la tête, qui reste au sol, visiblement bien sonné, puis il se relève et il repart sur le terrain. Je suis un peu inquiet quand je vois des choses comme ça, parce que je trouve qu'on prend très à la légère ces chocs dans la tête. On a d'autres sports qui ont mis des choses en place justement pour éviter des choses graves de ce côté-là. Bon, là finalement tout est bien qui finit bien, hein. Tolisso finit le match, il est même décisif, mais j'aimerais bien un jour qu'on s'en occupe de façon un peu plus sérieusement. Voilà, c'est 10 fois rouge. Si vous me dites que c'est rouge, je vous crois. J'étais au stade, j'étais de l'autre côté du terrain. J'ai pas vu clairement ce qu'il avait pris dans la tête. Maintenant, oui, bon, il est quand même... c'est pas très malin comme geste. Voilà, c'est pas très malin. C'est quand même pas très malin comme le geste du numéro 67, dont j'ai oublié le nom, Zabi, je crois. Où là, on est vraiment sur un geste débile, mais vraiment débile. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les 6 mètres. Alors, oui, ok, ça va mettre son temps, hein. On va mettre le temps à travailler les 6 mètres. Mais alors les 6 mètres là, les 6 mètres relance courte, le nombre de saucisses. Enfin je sais pas, travailler-les un peu plus à l'entraînement avant de les mettre en match quoi. Je comprends pas la logique. Vraiment. Ça a été comme ça tout le match, avec des relances courtes qui donnent des occasions pour l'adversaire. On a eu Perry à un moment donné qui s'en mêle les crayons dans sa propre surface là. Je veux bien qu'on fasse la relance à l'Argentine, là on relance court et tout ça, on joue au football. Faut se calmer quand même un petit peu. Hein, faut quand même se calmer un petit peu. Donc si effectivement, c'est ce que tu dis, joueur d'amour, si on joue comme ça contre le PSG, moi j'ai peur. Hein. Moi je peux vous dire c'est plus du caca culotte là, c'est une grosse diarrhée. Hein. Donc ce serait bien qu'on apprenne. Après, le problème étant qu'on n'a pas les joueurs pour ça. On n'a pas les joueurs pour jouer long. Et on n'a pas les joueurs pour relancer court non plus. On n'a pas d'artisan balle au pied qui soit capable de se sortir de la pression. Rappelez-vous Rémi Rioux, hein, voilà, on va peut-être pas refaire la même chose. Et il n'y a pas de joueur devant qui ait la caisse physique, l'impact physique pour jouer des longs ballons. C'est un problème de fond à l'Olympique Lyonnais. C'est qu'on n'a que des nabos devant. Regardez Brest, quand ils envoient des grandes saucisses sur Ajorc, bah, ils peuvent jouer comme ça. Donc nous, on est un peu obligé de jouer court, mais on n'est pas prêt à jouer court. Donc je suis très curieux de voir ce qui va en être, parce que là, franchement, les combinaisons sur 6 mètres, j'ai cru que j'allais me jeter par-dessus la balustrade, honnêtement. Peut-être avec un Almada qui redescend bas, je sais pas. Voilà. Mais il nous manque un vrai joueur de ballon qui soit capable d'orienter. Et surtout, pour pouvoir jouer comme ça, il faut des mecs qui prennent les espaces. Il faut des mecs qui amènent de la largeur. Parce que mon problème avec cette équipe, et c'est toujours le même problème depuis des années à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'on n'a pas vraiment de joueur de profondeur. Là, on a Nuama, et encore, c'est un joueur qui repique beaucoup, même quand il est sur son pied gauche, sur l'aile gauche. On a juste Malik Fofana. On avait Mama Baldé, mais pour pouvoir jouer comme ça, il faut pouvoir écarter, il faut pouvoir faire reculer, il faut pouvoir faire peur à l'adversaire quand tu vas dans son dos, et c'est pas avec Mikotadze, avec Lacazette ou avec Cherki que tu fais peur dans le dos des adversaires. Donc je pense que c'est un problème de fond, et c'est pour ça que je suis très intéressé par qui viendra remplacer Ryan Cherki. Parce que je pense que l'OL a besoin d'un attaquant qui va vite, un attaquant qui soit capable de prendre la profondeur, un ailier ou un attaquant comme Malik Fofana, parce que c'est avec ce genre de joueur-là que tu libères les joueurs qui aiment jouer dans les pieds. Et je pense qu'un Ryan Cherki n'est jamais autant à l'aise que quand il y a un Malik Fofana sur son côté pour foutre le sbull là-bas loin pour pouvoir lui libérer des espaces comme lui. Oui, il y a une rumeur Mateta, j'y crois pas du tout, c'est le Sun, on y verra un autre jour. Mais effectivement, qu'un joueur type Jean-Philippe Mateta aiderait cet Olympique Lyonnais. Parce qu'on voit bien que Mikotadze en pivot, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc on va voir. Ce qu'il en est de ce côté-là. Mikotadze, parlons-en. Je suis inquiet, je vais pas vous mentir, je suis très inquiet du niveau affiché par Mikotadze, parce qu'on est au-delà de la méforme. Alors oui, il y a ce but, j'espère que ce but va lui redonner de la confiance, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'essence dans le réservoir là. Physiquement, je le trouve un petit peu en dessous, dans les appels, il a l'air fatigué, il n'arrive pas à faire ce qu'arrivait à faire Lacazette, c'est-à-dire jouer dos au but en pivot. Or, c'est une équipe qui joue beaucoup comme ça, beaucoup en déviation, beaucoup en pivot. Il va falloir qu'il step up, hein. Il va falloir qu'il step up sérieusement, Mikotadze, parce que pour l'instant, c'est du vrai yaourt nature en attaque. Et cet OL-là, dans la manière dont il est construit, a besoin d'un joueur qui sait jouer dos au but et qui sait remettre, qui sait lancer ses ailiers. Ce que Lacazette sait très bien faire en théorie, mais qu'il n'arrive plus à faire depuis quelques temps. C'est un problème. C'est un problème. De là à dire que Enzo Molébé a une place à prendre, on en est encore loin. Mais c'est un problème, parce que ce soir, la différence, elle se fait sur un arrière-gauche,
sur un coup de pied arrêté et sur un centre. Mais à aucun moment dans cette rencontre-là, jusqu'à la 93e minute, Georges Mikotadze pèse sur la rencontre, se crée une occasion ou en crée pour les autres. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Il va falloir qu'il se remette en question parce qu'on a besoin d'un vrai numéro 9 à l'OL. Et surtout, pour Georges Mikotadze, la question elle est beaucoup plus simple que ça. C'est est-ce que Georges Mikotadze a les épaules pour être titulaire toute la saison l'an prochain à l'Olympique Lyonnais? Parce que Lacazette va s'en aller cet été. Voilà, il aura bien rendu des services depuis son retour, c'est peu de le dire. Mais la question se posera cet été. Est-ce que ça suffit, Mikotadze? Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut un autre attaquant d'un calibre supérieur? Et cette deuxième partie de saison doit permettre de définir ça. Et pour l'instant, la réponse, c'est que si l'Olympique Lyonnais réussit à atteindre ses objectifs d'ici cet été et par miracle n'a pas de sanction de la DNCG, à ce moment-là, peut-être faudra-t-il cocher un attaquant pour mettre de la concurrence à Mikotadze, voire peut-être faire un trade. Voilà, peut-être qu'il faudra céder aux sirènes de Galatasaray cet été, on ne sait pas. En attendant, il va falloir que Mikotadze prenne sa chance, puisqu'il en a. Il en a. Ce soir, c'était la blessure de Lacazette qui lui permet d'être titulaire. Peut-être qu'il aura d'autres opportunités de se montrer dans les prochaines semaines. Alors, on va pas compter le PSG, puisque ça risque d'être très très dur. Ça risque d'être un match très très laborieux pour quiconque sera en pointe. Mais dans les matchs qui vont arriver, il va falloir s'y mettre. Voilà, il va falloir s'y mettre. Un mauvais mois, ça parle de le vendre cet été. Ben, c'est pas un mauvais mois. C'est pas un mauvais mois, c'est que pour l'instant, son bilan statistique depuis le début de la saison, il n'est pas suffisant. Moi, je crois à Georges Mikotadze, c'est un joueur que j'aime beaucoup le style, j'aime le bon Mikotadze, mais là, depuis 2-3 mois, c'est pas suffisant, Georges Mikotadze. Et il lui reste 4 mois pour prouver qu'il a les épaules pour occuper la pointe de l'attaque de manière durable à l'Olympique Lyonnais. Voilà. J'aime beaucoup Tolisso en capitaine. Tolisso, c'est la satisfaction. De toute façon, des satisfactions ce soir, des vraies grosses satisfactions, il y en a 3. La première, c'est pas vraiment une surprise, c'est Nicolas Tagliafico, qui est monstrueux. Enfin, vraiment, je pense que c'est d'assez loin le meilleur joueur de cette équipe. Parce qu'il est fiable, parce qu'il est partout, parce qu'il sait tout faire, il sait défendre, il sait marquer, il joue au milieu de terrain, il sait passer. Nicolas Tagliafico, c'est un joyau dans cette équipe, il monte en puissance avec l'âge, c'est comme le bon vin, et je ne sais pas ce qu'il en est de sa prolongation, mais il va falloir tout faire pour le prolonger, parce que la perte de qualité par rapport à un Abner sera énorme. La deuxième satisfaction, pareil, c'est pas vraiment une surprise, c'est Corentin Tolisso qui a été excellent ce soir encore, à l'origine du premier but, buteur sur le deuxième but, partout, fiable, puissant, un bonheur Corentin Tolisso, tu le mets 6 il est bon, tu le mets 8 il est bon, tu le mets 10 il est bon, quelle résurrection exceptionnelle. Et la troisième, c'est Ryan Cherki, voilà, c'est Ryan Cherki. Si Ryan Cherki, quand il fait des matchs comme ça, ils sont pas parfaits. Le match de Ryan Cherki ce soir, il est très loin d'être exceptionnel dans la durée du match. Mais si un match pas exceptionnel de Ryan Cherki, ça donne 2 passes D, une avant-dernière passe décisive et un but, ok, fais tout le déchet que tu veux mon grand, on te pardonne. Donc voilà, si Ryan Cherki pouvait revenir au niveau qu'il a affiché en première partie de saison, moi je ne demande qu'un seul truc, c'est de nouveau pouvoir m'extasier sur Ryan Cherki. J'ai vu des trucs débiles sur les réseaux, comme quoi je suis anti-Cherki, voire que je suis raciste même. Alors, quand même, on voit que les mecs regardent pas les débriefs. Là voilà, je vais au stade, je vois Ryan Cherki qui me fait ça, je suis content. Voilà, on est content. En plus il fait bon, la navette est pas remplie, super. Voilà, et effectivement, j'oublie une autre satisfaction qui est Saël Koumbedi. Saël Koumbedi, on l'avait enterré, on était prêt à le vendre cet hiver. Pas mal, non? Sympa. Puis là, il a pas pris de carton jaune, il a bien défendu tout le match. Pas mal, non? Super. Voilà, bonne gestion pour le coup. Alors, je sais pas si on doit à Sage ou à Fonseca ou les deux, mais Koumbedi, franchement, il est arrivé au moment où Maitland Niles a plongé complet et où l'évidence de devoir garder Clinton Mata en défense centrale s'est faite. Mais Koumbedi, pas mal. S'il a pris un jaune... Ah, pardon, excusez-moi, il a pris un jaune, pardon. Mais non, Koumbedi, c'est de très très bon augure, soit pour la suite de la saison, soit pour une potentielle vente, parce que... moi, j'ai toujours dit que Koumbedi, il avait besoin d'un peu de temps, mais qu'il n'était pas prêt pour jouer en Ligue 1 à l'époque où Malo Gusto était parti. C'est un joueur que j'aimais bien, mais un joueur qui était brouillon défensivement, mais on sentait que la base était là. C'est-à-dire la capacité athlétique, la capacité à me porter offensivement était là. Mais on avait cette frustration avec Koumbedi qui est que il peut prendre un jaune à tout moment et il peut faire une saucisse à tout moment. S'il arrive petit à petit à gommer ce qui faisait de lui un joueur pas fiable pour devenir c'est quand même un monstre physique, Koumbedi. Voilà, très bien.
Mais effectivement, il a été lancé très très tôt, Koumbedi. Il avait 17-18 ans, il arrivait pour la réserve, il se retrouve titulaire parce que Malo Gusto s'en va. Ça lui a pas forcément fait que du bien. Très bien. Là, il profite de la méforme de son concurrent principal qui est Maitland Niles, et il profite également de la grosse méforme de Kel Tachar qui décale Mata dans l'axe et qui du coup libère cette place-là. Tant mieux, tant mieux. Voilà, donc Malo Gusto devient quoi d'ailleurs? Je suis pas Chelsea non plus, donc je ne sais pas. Mais je crois que ça va, hein, Malo Gusto. Ça se passe pas trop mal. Hein. Donc voilà, pas de jaune. Voilà, vous êtes trompé, il n'a pas eu de jaune. Voilà, vous avez parlé de Lucas Perry, il y a quand même un arrêt absolument magnifique en première période. Alors, corrigez-moi, il me semble qu'il la touche. Moi, je suis juste devant, mais l'arbitre siffle 6 mètres, mais il me semble qu'il la touche. Bon, après, j'ai quand même un petit problème avec le jeu au pied de Lucas Perry. Autant les relances à la main sont sublimes, autant au pied, c'est quand même un peu laborieux. Hein. C'est un petit peu laborieux. Là, on a encore vu quelques relances ratées. Encore une fois... contre le PSG, ça peut être le genre de truc qui va faire mal. Donc ouais, il y a un côté titan bestial sur les relances à la main, j'adore. Mais encore une fois, bon, Lucas Perry, il va progresser, il progresse de jour en jour. On voit que de toute façon, et c'est la vérité, hein, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Le gain en termes de buts évités avec Lucas Perry, il est monumental par rapport aux dernières saisons de Anthony Lopez. Donc voilà, quand même, ça fait du bien d'avoir un gardien qui est certes pas parfait. S'il était parfait, il serait pas à l'Olympique Lyonnais, mais qui sur sa ligne est un sacré monstre. Hein. Voilà, c'est quand même un sacré monstre. Mais voilà, Perry décisif comme dame, ouais. J'ai fait un AVC sur sa boulette à la fin. Moi, j'ai fait un AVC sur quand il commence à essayer de dribbler l'attaquant, là. Attention, Philippe le parapet. Hein. Mais voilà, quand même, il y a des certitudes avec Perry. Et je pense que c'est un gardien qui va se bonifier à mesure que sa défense arrêtera de faire des saucisses. C'est aussi à noter, hein, quand même, c'est un match très serein défensivement de la part de l'Olympique Lyonnais. Hein. Très très serein. On n'a pas vu de saucisses, on n'a pas vu de moments de tempête, on n'a pas vu de tergiversation outre mesure à part cette saucisse-là sur le dribble sur le défenseur. C'est quand même un bon match. Hein. C'est quand même un match tranquille. C'est un match où on ressent avec le caleçon qui est propre, quoi. C'est pas tous les jours comme ça, hein. C'est pas tous les jours, on peut en profiter quand même. Hein. En plus, c'est un match à 15h, on a la soirée là, demain vous allez aller au boulot, les collègues vont pas se foutre de votre gueule, on est bien quand même. On est bien. Il y a une marque de progression quand même. Alors, quelle est cette part de progression qui est imputable à Fonseca? Quelle est la part de progression un peu naturelle liée à la méforme des derniers mois qui s'estompe? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on voit certaines bases qui sont en train de se poser. L'identité de jeu de Paulo Fonseca qui est de garder le ballon, hein, ça se voit très clairement, c'est un peu comme Farioli, c'est des confiscateurs de balles, ça va se mettre en place petit à petit, mais s'il y a bien un truc positif qu'on peut tirer pour clore un petit peu cette analyse globale de ce match, c'est que on avait une peur qui était que ça ne prenne pas la mayonnaise avec Fonseca. Dur de dire si elle a pris pour l'instant, mais le contexte est de nouveau à peu près positif pour Fonseca, puisqu'il fallait gagner contre Reims, il a gagné 4-0, il s'achète un petit peu de tranquillité avant les prochains matchs qui s'annoncent un peu plus compliqués que ça, bien évidemment. Voilà, donc moi je suis plutôt rassuré parce que vous savez ce que j'en pense hein, du remplacement de Pierre Sage. Je suis toujours un peu attristé que Pierre Sage ne soit plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, mais si on doit prendre ce cas-là et de dire bon bah maintenant que Pierre Sage est parti, qu'est-ce qu'il vous faut comme coach? Moi je suis un fervent partisan de Fonseca, dont j'aime le football et j'aime la philosophie, donc je pense que c'était le meilleur coach pour l'Olympique Lyonnais partant du principe que Pierre Sage n'était plus là, et j'espère qu'il va pouvoir bosser dans un contexte paisible maintenant que le mercato est terminé et maintenant que l'OL se retrouve pas si loin en réalité, pas si loin des places intéressantes, puisqu'au moment où je vous parle, il y a toujours un match à jouer du côté de Marseille, mais Marseille est bien trop loin pour le moment. L'OL est à 2 points de Nice et Monaco, 4 points de Nice et Monaco, donc rien n'est perdu, hein, rien n'est perdu, le calendrier sera pas facile, il y aura le PSG à jouer, mais tout est encore possible dans cette deuxième partie de saison pour Paulo Fonseca, et peut-être qu'à terme, on se dira que la décision de vite mettre Paulo Fonseca aura été un bon coup de poker de la part de John Textor, on verra, en attendant il y a quand même pas mal de coups de poker à réussir de son côté. Voilà, une victoire contre le PSG nous propulse en C1, ça va être dur, hein, mais c'est à domicile. Maintenant, le niveau du PSG, là, depuis quelques matchs, mamma mia, les enfants. Oh là là, c'est une autre paire de saucisses. Hein. Donc, je donne pas cher de notre peau, mais peut-être que l'OL de Paulo Fonseca sera le retour à l'OL qui est capable de battre le Paris Saint-Germain. Qui sait? On a le droit de rêver. Oui, il y a Montpellier. Bon, c'est Montpellier, voilà. Bref, il préfère nous speak.
Voilà, on a parlé de la réserve de Reims. Oui, on en a parlé au début. C'est ridicule, voilà, c'est ridicule, c'est grotesque. C'est vraiment pour la fierté d'être une serpillière, vous voyez. Regarde tonton Nasser, j'ai bien fait mon travail. Bah bravo Jean-Pierre Caillot. T'auras ton prêt du joueur nul du PSG l'an prochain quand tu seras en Ligue 2, tu pourras applaudir des 3 pieds. Mais alors, qu'est-ce qu'on ronfle quand même, hein. Qu'est-ce qu'on ronfle. C'est juste des petits coups médiatiques à la con pour faire les kékos, pour occuper l'espace, et pendant ce temps-là, t'en prends 4 derrière. Je fais un bisou à ma collègue qui s'occupe de la com à Reims, parce que bon courage, hein, bon courage. Vraiment, c'est vraiment ridicule, hein. Surtout venant d'un club qui a récupéré en prêt un joueur acheté 20 millions par le Paris Saint-Germain, qui est arrivé cet été au Paris Saint-Germain, il a été acheté cet hiver, et qui est prêté à Reims. Et qui joue même pas tellement il est nul. Donc il y a quand même un échange de services, voilà, en tout cas c'est bien. On a bien compris qui était la serpillière de qui. On a bien compris cette petite mode qui consiste à mettre des petites cacahuètes, des crottes de nez à l'Olympique Lyonnais. Je pense pas que ça grandisse qui que ce soit, hein. Je pense pas que ça grandisse qui que ce soit. Je vous parle de Gabriel Moscardo, qui joue pas d'ailleurs, qui est nul. Voilà, donc si on pouvait arrêter avec cet acteur studio, franchement, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Le transfert, il a été validé par la DNCG, il a été validé par la Ligue, bah c'est bon. Qu'on soit pas d'accord avec ça, qu'on trouve ça un peu ridicule, que ce soit pas normal que l'OL puisse recruter Thiago Almada alors qu'ils sont interdits de recrutement, on peut en discuter, on peut en débattre. Je suis d'accord avec vous, c'est pas normal en vrai. C'est pas normal qu'il y ait une interdiction de recrutement et que tu puisses faire un appel contre appel pour contourner les règles. Maintenant, si les règles, elles ont été respectées et elles sont contournables, bah c'est pas le problème de l'OL. Voilà, c'est pas le problème de l'OL. Donc, à partir du moment où tout est validé, il faut peut-être arrêter l'acteur studio et jouer de la flûte, là, hein. Voilà, c'est bon. Donc bon, on adore ça, détester nous. C'est bien, hein. Ça ne fait... C'est ça qui est terrible, c'est que ce genre de move, le fait de poser des réserves ridicules, des coups médiatiques absurdes, ça ne fait que donner de l'eau au moulin de John Textor quand il dit que c'est un système de vassaux et de laquais auprès du grand dirigeant officieux de la Ligue qui serait Nasser. Ça donne que des arguments supplémentaires. Alors vraiment, c'est tirer des balles dans le pied, parce qu'évidemment que ça ne passera jamais, c'est juste ridicule, quoi. Que ces clubs-là s'occupent de leur compte, parce que m'est avis que à la vitesse à laquelle on va du côté de la gestion du stade de Reims, la DNCG, elle pourrait jeter son œil sur les comptes d'ici pas longtemps. Donc voilà, et peut-être qu'à ce moment-là, ils seront contents de pouvoir contourner les règles pour pouvoir avoir des joueurs en prêt gratuit du Paris Saint-Germain. Mais bref, voilà, donc oui, c'est un peu ridicule et ça ne fait qu'alimenter la théorie du complot de John Textor. Voilà, on interdit le recrutement, mais recruter un coach, c'est ok. Oui, c'est pas dans le cadre. Normalement, tu as le droit. Les coachs, tu as le droit. Il veut vendre apparemment. Bah, je pense que ça fera pas de mal s'il arrive à vendre. Voilà. On va passer aux notes, puisqu'on a globalement tout dit sur ce match. Alors, attendez 2 secondes. Je vais juste mettre les notes si elles sont possibles de les afficher. Voilà, c'est bon, elles sont là. Alors, les notes de la rencontre. Je vous rappelle que vous pouvez noter, comme d'habitude, vous mettez vos notes dans le chat, vous avez le lien qui va s'afficher là. Hop là, je les note. Vous avez la description aussi de la vidéo YouTube où vous pouvez trouver le lien de ce côté-là. Alors attendez, voilà. Nous avons du coup Lucas Perry ce soir, c'est 2 arrêts, 2 tirs cadrés, 2 arrêts. Un match avec un très bel arrêt notamment qui quand même fait tourner le match. Pour moi c'est un match très satisfaisant, hein, de la part de Lucas Perry. Oui, on est sur un 6. Voilà, on est sur un 6 bien tassé pour Lucas Perry, je pense. Vous avez vu, il y a Fonseca qui est arrivé. Ça y est, c'est plus Pierre Sage. Il faut que je lui mette un contour blanc, mais Fonseca est là. Koumbedi, match très intéressant de Koumbedi dans l'impact, dans les duels également, dans l'apport offensif. C'est toujours intéressant le placement, hein. C'est la présence de Cherki, hein, qui crée ça, puisque Cherki a tendance à déserter son aile. Du coup, ça nous permet d'avoir un Koumbedi très offensif, et je trouve qu'il se régale dans ce rôle-là. Ouais, c'est entre 6 et 7 pour moi, pour Koumbedi. J'ai envie de mettre 6.5 sur le site, les notes, s'il vous plaît. Vous pouvez en parler dans le chat. J'ai envie de mettre 6.5 à Koumbedi. C'est un match qui vaut 6, mais avec 0.5 d'encouragement pour Koumbedi. Voilà. De la défense centrale, Mata toujours aussi serein. Toujours un peu seul pour défendre en plus. Ouais, non, mais c'est un match super intéressant de la part de Koumbedi. Mata, clean sheet, serein, solide, à la base de la relance à chaque fois.
Voilà. De toute façon, Mata Niakate, c'était l'évidence. Maintenant, on en a la certitude. Moi, je vais mettre 6.5 à Mata ce soir, parce que c'est quand même un match où il n'y a pas d'occasion concédée, ou presque. Hein. Voilà, c'est quand même un match hyper serein de la part de Clinton Mata. Et je serais presque à mettre 7, honnêtement. Presque à mettre 7 à Mata. Et je vais mettre 7. Voilà. Niakate, match serein. Peut-être un tout petit peu de perte de balle à la relance, mais pas grand-chose. Pas grand-chose à dire hein, sur le match de Niakate. Il y a un petit délit de sale gueule parce qu'il a tendance à nous faire un petit peu peur. Mais en vrai, voilà, c'est bien. Hein. C'est bien. Niakate 6. Tagliafico, Chevskis. Hein, alors là, Tagliafico, trop fort. Juste trop fort. De toute façon, les 3 hommes du match de ce soir, c'est Tagliafico, Cherki et Tolisso. Mais ouais, même du stade, c'est criant en vrai. Il est toujours en train de bouger, Tagliafico. Il est toujours partout. Puis même ce latéral gauche là, qui va faire des appels dans la surface et qui va marquer. Enfin, quel bonheur, Tagliafico. Puis à un moment donné, il y a un contre sur un corner aussi. Il est tout seul face à un attaquant, il le bouffe. Enfin, il le mange, il l'engloutit. C'est trop fort. Trop fort. Matic-Tessman, c'est un peu les mêmes ce soir. C'est un match ok, mais sans plus. C'est pas non plus le match du siècle. J'ai envie de mettre 5,5 aux deux. Voilà, Tessman plutôt rassurant. Matic peut-être légèrement moins impressionnant que d'habitude. Du coup, ça se nivelle et ça nous donne 5,5. On a déjà eu un joueur classe comme Tagliafico. Moi, je vais vous dire à qui me fait penser Tagliafico. Il me fait vraiment penser à Lisandro Lopez. Alors vous allez dire, oui, c'est facile, c'est un Argentin avec de la grinta. Ouais, mais ce côté chien fou, ce côté zinzin, il me fait penser à Lisandro Lopez. Derrière, on passe au secteur offensif. On va peut-être commencer par celui qui a été le moins en vue, c'est Mikotadze. Mikotadze, c'est un match quand même très très faible, qui est sauvé par ce but à la dernière seconde. Mais alors, ça a été très très laborieux. C'est dur de mettre moins que la moyenne à Mikotadze. Mais en réalité, c'est un match qui vaut 4.5. Hein. Je suis désolé, c'est déjà généreux. Il est inexistant jusqu'à son but. Et s'il n'y a pas le but, c'est un match qui vaut 3. Hein. Donc, non, pas classe. Charlie, comme c'est-à-dire un latéral qui marque. Bedimo marquait des buts, hein, dans mes souvenirs. Sans le but, son match vaut 3. Ouais, voilà. Donc, Mikotadze, il faut que la confiance revienne. Derrière, on va noter Nuama, qui a été très, 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 très actif. Très intéressant dans les appels. Mais alors, balle au pied, qu'est-ce que c'est dur. Il y a quand même pas beaucoup. Je suis désolé, hein, c'est un constat un peu définitif. Il n'y a pas beaucoup de QI football chez Ernest Nuama. Hein. C'est vraiment pas sa qualité principale de savoir lire le jeu. Il y a des qualités athlétiques, il y a une qualité technique qui est un peu aléatoire. Vous allez dire, t'es horrible. C'est Bertrand Traoré, Ernest Nuama. Hein. Voilà, donc ouais, c'est 5 pour Nuama ce soir, et encore, je trouve ça généreux. On va mettre 4,5, parce que c'est un match qui vaut 4, mais on met 0,5 de plus pour l'intensité qu'il a proposée. Mais il va falloir qu'il monte aussi en gamme, Nuama. Il va falloir qu'il soit plus cinglant que ça. Je peux comprendre, très honnêtement, pourquoi certains joueurs, notamment Cherki, lui pètent un plomb dessus. Parce qu'il est quand même pas très très futé sur le terrain, Nuama. Pas très très futé dans ses choix. C'est un mélangeur, mais il mélange pas très bien, quoi. Il est un peu fatigué, ce fouet, pour battre les crêpes, là. Hein. C'est pas terrible, hein. Et Cherki et Tolisso, Cherki Tolisso, voilà, 8 et 8, hein. Voilà. 8 et 8. Cherki, franchement, rien que pour la stat, même 8,5, ce serait pas déconnant. Hein. Mais, ouais, Tolisso, c'est 8. Et Cherki, c'est 8 parce que la première mi-temps est peut-être pas ouf. Mais en vrai, il y a 2 passes D, 1 but, c'est ça ? 2 passes D, 1 but, il est impliqué sur tous les buts. Oh, 8,5, allez, hein ? Puis, vous savez quoi, Tolisso aussi. C'est pas tous les jours qu'on gagne 4-0, hein. Pas tous les jours qu'on gagne 4-0. Et Fonseca, très bien. Voilà, très bien. Super. Très bon plan de jeu. Bon choix des hommes. Qu'est-ce que les qu'on dise ? Très bien, Fonseca. 7 et demi 8 ? En vrai, 4-0, ça vaut bien 8. Ça vaut bien 8. Voilà. Bien. Très bien. Le classement des pronos, je vous le montre rapidement, juste pour vous montrer que Lulus du Cru est en tête. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez parier sur le prochain match dans le chat Twitch jusqu'à 9h le lendemain du match. Voilà, pour vous montrer qu'il y a de nouveau un mec qui domine tout le monde. Voilà, normalement c'est à jour. Voilà, et on a terminé ce débrief. La pelouse combien ? La pelouse 0. Mais la pelouse va être changée la semaine prochaine. Voilà, ils ont changé de prestataire, donc ils vont changer de pelouse. Oui, vos notes, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer vos notes. Alors attendez, elles vont s'afficher, elles sont là.
Voilà, vos notes sont à peu près similaires, peut-être légèrement supérieures dans le milieu de terrain, légèrement inférieures sur Tolisso et Cherki, mais globalement, on est plutôt d'accord sur la globalité de ce truc-là. Voilà, il fallait la changer après Paris. Ouais, j'avoue, j'avoue, c'est con, on aura une super pelouse pour jouer contre le Paris Saint-Germain, c'est un peu chiant. Mais donc non, le prestataire pelouse a changé et elle va être changée la semaine prochaine. Voilà. Payer prestataire ou c'est encore la galère? Je ne sais pas, je n'ai pas d'infos là-dessus. Voilà, on a terminé ce débrief. Une grosse demi-heure pour un 4-0. Ça m'a fait très plaisir. Merci à vous d'être aussi fidèles, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Sur Twitch, on va continuer encore une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes avant de boucler le live pour que j'aille faire à manger et faire autre chose. Voilà, merci à vous qui allez jusqu'au bout des débriefs, qui lâchez des commentaires, qui mettez les alertes, etc. Les prochaines échéances concernant l'Olympique Lyonnais, ce sera le match contre Montpellier. Ce sera dimanche prochain, si je ne dis pas de bêtises. Vous pourrez pronostiquer dans le chat là-dessus. Moi, je pense que je ferai un live nocturne mardi ou jeudi, puisque mercredi, je serai à Paris pour un tournage. C'est pas pour moi, mais vous verrez assez rapidement. Voilà, prochain match, donc Montpellier. Derrière, ce sera le Paris Saint-Germain à domicile le dimanche 23. Voilà, écoutez, merci à vous. Et puis si vous êtes sur YouTube, bisous, à bientôt. Ciao!